Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Maître Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF-RDA et candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Bonsoir, Monsieur Ouédraogo. Bonsoir, Monsieur Ouédraogo. Et merci de passer sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. C'est moi qui vous remercie. Alors, Maître, quand on parcourt votre CV rapidement, ancien chef de file de l'opposition, ancien député maire, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Action sociale, ancien ministre des Transports, avocat depuis 1993 à l'âge de 25 ans. Sur tous les plans, ce qui saute aux yeux, parce que vous avez 52 ans aujourd'hui, c'est que vous êtes un modèle de précocité. Revenons d'abord sur votre inscription au barreau à 25 ans. Alors expliquez-nous comment à 25 ans vous vous retrouvez déjà avocat. Je vous remercie, M. Ouédraogo. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour les centaines les milliers de Burkinabés tués sur le territoire national et les centaines de milliers de Burkinabés déplacés. Je voudrais également souhaiter une bonne saison pluvieuse à nos braves agricultrices et agriculteurs et souhaiter vraiment que tous les Burkinabés, où qu'ils se trouvent, quelle que soit la portion du territoire ou à l'étranger, se sentent bien. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, pour moi, le métier d'avocat, c'était un rêve, et une vocation et une passion. Ce qui fait que donc c'est depuis le primaire que j'ai souhaité être avocat. Donc quand je suis allé à la faculté de droit, pour la petite histoire, quand il s'agissait d'ailleurs de choisir pour l'université, nous avions à l'époque 3 options. Il fallait mettre une première option 1, option 2, option 3. Et je me rappelle que j'étais allé voir mon père, père à son âme, Gérard Kango Ouédraogo, pour lui demander son avis pour le choix que je devais faire pour l'université. Et en allant le voir, il m'a dit, ben, écoute, tu choisis ce que tu veux, moi j'ai rien à te dire, tu es assez grand maintenant, tu vas passer le baccalauréat, c'est à toi de choisir ce que tu veux. La seule condition, c'est d'assumer ce que tu veux faire. Et moi je suis parti, j'ai mis option 1, droit, option 2, droit, option 3, droit. Qu'est-ce qui vous fascinait tant dans le métier d'avocat? Ou bien est-ce qu'il y avait une personnalité qui vous inspirait particulièrement dans ce métier? C'était la volonté de défendre la veuve et de l'orphelin. Parce que quand j'ai toujours suivi, j'ai toujours vu comment cela se passait, j'ai toujours eu en tout cas un penchant pour la défense des personnes vulnérables et pour le droit. Et il faut dire aussi que personnellement, j'ai vécu une situation qui n'était pas simple parce qu'en 1980, j'étais en 6e et il y a eu le coup d'État du CMRPN le 28 novembre 1980. À l'époque, papa était président de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes réveillés le 25 novembre 1980 à la maison et il y avait les chars qui avaient encerclé la maison. Le coup d'État de Césaire. Voilà, on ne pouvait pas quitter la maison, on ne savait pas ce que c'était, on nous a dit que c'est un coup d'État, d'autres nous disaient c'est un coup d'État, on ne comprenait même pas en fait de quoi il s'agissait et on nous a empêchés de sortir. Donc nous sommes restés toute la journée, on n'avait pas accès à l'extérieur. Nous ne sommes pas allés, j'étais au lycée Philippe Zenda, Kaboré en 6e, nous ne sommes pas allés au lycée. Et le lendemain, on est venu nous dire qu'il fallait qu'on aille à l'école. Donc on est parti le matin et nous sommes revenus à midi. Et quand nous sommes revenus à midi, j'étais avec mes frères, ma maman. Et en arrivant, on nous a dit qu'on est venu chercher papa. Donc le lendemain, le 26 novembre. Et je me rappelle que ma maman demandait, mais où est-ce qu'on l'a amené? Et l'officier qui était là lui a dit, mais madame, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, votre mari n'est plus là. Elle dit, mais il faut que je sache où il est. On a dit non. Et finalement, ça a duré 2 ans. Jusqu'au coup d'État de 1980, on ne l'a plus revu. On n'avait pas de visite, on n'avait droit à rien. Et ça, quand même, ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, ça, c'est une forme d'injustice. Et depuis, donc, déjà avant, je voulais faire le droit. Et ça m'a convaincu encore qu'il fallait que je fasse le droit. C'était le bon chemin. Le bon chemin. Maintenant, quand je suis arrivé à l'université, effectivement, j'ai commencé en droit. J'ai fait ma première année de droit. Et les vacances de la première année, j'ai fait le tour de Ouagadougou et j'ai recherché des cabinets d'avocats. Et j'ai vu le cabinet donc, du bâtonnier Benoît Sawadogo, qui était à Koulouba. Je suis arrivé, j'ai demandé un rendez-vous. Et plusieurs fois, on m'a dit, on va te recevoir. Et j'ai insisté. Et Benoît Sawadogo, le bâtonnier, m'a reçu. Et quand il m'a reçu, il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Je lui ai dit, non, moi je voudrais faire un stage d'avocat. Il m'a demandé, mais vous faites quelle année? J'ai dit, je suis en première année, mais je vous souhaiterais pendant les vacances venir faire un stage. Il a ri, il m'a dit, mais quand même en première année de droit, qu'est-ce que tu peux faire dans un stage? Il est peut-être bon de revenir à ta 2e année. Va, réussis ton 2-1, ton 2-2,
Et si tu viens en deuxième année, je pourrais te prendre. Effectivement, je suis revenu à ma deuxième année. Et puis, il m'a pris dans le cabinet. J'ai commencé à lire les actes et tout. En troisième année, je suis revenu encore. J'ai fait. Donc, et après ma troisième année, quand j'ai eu ma maîtrise donc, avec la mention, parce qu'il faut rappeler que de la première à la quatrième année, j'ai eu donc, mes diplômes avec la mention. Et donc, à ce niveau, quand je suis revenu, j'ai été pris dans son cabinet. Et en même temps aussi, stagiaire. voilà, comme stagiaire. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir donc une bourse de mérite. Parce qu'à l'époque, en quatrième année, on donnait une bourse par option. Et je suis celui qui a obtenu donc la bourse de mon option carrière judiciaire pour faire un 2A de droit privé et sciences criminelles que j'ai fait à Lyon. À cette époque également aussi, j'ai déposé 3 dossiers en France, notamment à Lyon, un dossier à Paris et un dossier à Nancy. Parce que j'avais un ami qui était à Nancy et j'avais la famille, quelques frères qui étaient à Paris. Et à Lyon, ça, je ne connaissais personne. Et j'ai été reçu sur dossier sur l'ensemble des 3 universités où j'ai sollicité. Mais finalement, j'ai décidé d'aller à Lyon parce que je n'avais personne à Lyon. J'ai dit, je vais aller là-bas parce que... Un saut dans l'inconnu un voilà. peu. Donc, voilà un peu comment je me suis retrouvé avocat. Et très tôt. Ce qu'il faut dire également, c'est que sur le plan politique, c'est la même précocité. J'ai déjà cité un certain nombre de postes que vous avez déjà occupés. Sur le plan déjà strictement politique, mais sur le plan des responsabilités ministérielles et autres. Là également, qu'est-ce qui a été un peu le déclic? Est-ce que c'est votre père qui vous a inspiré, qui vous a mis très tôt le pied à l'étrier dans l'échiquier politique? Il faut dire que, bon, je suis né, en fait... vous êtes né dans la politique, dans la politique, ça c'est la réalité. Mais il y a cette particularité que dans notre famille, on ne souhaitait pas faire de la politique parce qu'on savait ce que c'était de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. On voit les réalités, on voit que c'est un véritable sacerdoce. C'était des hommes d'honneur, des hommes qui étaient au service de leur nation. Et il y avait pas mal de sacrifices. Des sacrifices qui sont très importants parce que vous n'avez pas de vie de famille. Lorsque moi j'étais par exemple à l'école primaire, je ne voyais pratiquement pas mon papa. Le matin, quand je partais à l'école, il n'était pas encore sorti. Le soir, je m'endormais avant qu'il ne revienne. Le week-end, il était en province, ou même s'il était là, il était dans des réunions et je n'arrivais même pas du tout à le voir. Ensuite aussi, il y a eu les cycles de coups d'État, d'arrestation, de prison. Et tout ça a fait que la plupart de ces enfants ne voulaient pas faire de la politique. Mais, chemin faisant, je me suis retrouvé à être dans la politique. Est-ce que c'est lui qui vous a choisi ou non, est-ce que c'est vous qui vous sentiez la fibre politique? Pas du tout, il ne m'a pas choisi. Il faut dire déjà que dès le primaire, mes camarades ont souhaité que je sois chef de classe. À l'université aussi, au lycée d'abord, également, j'ai été délégué CDR et ensuite j'ai été délégué CR. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt les parents qui étaient visés comme étant les réactionnaires. Mais à l'époque, je me rappelle, j'étais au lycée mixte de Gonguin, à ma première. Quand on est venu, le secrétariat national des CDR, il y avait une barrique et on appelait proposition. On commençait d'abord par candidat proposé. Et quand on est arrivé, on a demandé un candidat pour le poste de secrétaire à la formation politique et idéologique. Il n'y a pas eu de proposition. Il n'y a pas eu de candidat, je n'ai pas levé la main et tout. Et quelqu'un m'a proposé, candidat proposé. Et on m'a dit, montez sur la barrique. Et vous montez, vous n'avez pas vous montez sur la barrique et on demande, a-t-il eu un comportement contre-révolutionnaire? Est-il contre la révolution? Les gens disent non, non, ou bien oui, ça dépend. Et là, j'ai été élu, donc délégué CDR. Et j'ai été après, donc, délégué CR. Ensuite, à l'université, j'ai été celui qui a conduit les structures de l'opposition au niveau de l'université, au moment de la coalition des forces démocratiques, où on demandait la conférence nationale. J'étais le responsable des élèves et étudiants de la coordination des forces démocratiques. Je coordonnais cela. J'ai pris la parole à la place de la nation, à la Bourse du travail, et par la suite aussi au collectif des organisations démocratiques de masse. Donc tout cela vous préparait? Et tout cela me préparait. Au sort dans l'arène politique. Et je dois signaler, fait important, c'est que je n'ai pas commencé par le RDA. J'ai plutôt, quand j'ai décidé, comme j'étais CDR et après CR, quand j'ai décidé de m'engager, je me suis engagé à l'ODPMT. J'ai été membre du comité central de l'ODPMT à sa création. Maintenant, nous ne sommes pas compris par la suite et c'est ce qui a fait que j'ai rendu ma démission. Il y a eu un incident qui a fait que j'ai décidé de quitter et
c'est nous qui avions monté les structures à l'université de l'ODPMT et c'est nous qui avions démonté les structures de l'ODPMT à l'université. En tout cas, vous partez donc au RDA. Tout à fait. Et puis là-bas, il faut dire que, bien sûr, c'est votre père qui était donc le président de ce parti. Et plus tard, l'ADF-RDA qui va arriver après une alliance, bien sûr, et puis une scission. On se souvient encore un peu de toutes ces péripéties. Mais vous ne pouvez quand même pas nier que de tout cela, il y avait quand même la main du père derrière pour cette ascension et cette responsabilisation précoce à la tête d'un parti aussi important. Peut-être qu'il y avait le fait que je savais de qui tenir et que c'était une fibre innée en moi. Mais sinon, le père en lui-même n'a rien fait pour que je sois là où je me trouvais. D'ailleurs, pour la petite idée, quand j'ai décidé de revenir au RDA, quand je suis allé le voir, il était le secrétaire général du parti à l'époque, et je lui ai dit que je voulais adhérer au parti. Il m'a dit d'aller préparer une lettre, et puis il m'a demandé par 3 fois, es-tu sûr que tu veux adhérer au RDA? Es-tu sûr que tu veux? Je lui ai dit oui, tout à fait. Et donc il m'a dit, ben, fais ta demande, et puis on va examiner. Et c'est comme ça que cela a été fait. Est-ce que c'est vrai que votre père, à une certaine époque, vous a confié au président Blaise Compaoré? Non, mon père ne m'a pas confié au président Blaise Compaoré. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu cette rumeur. On a dit à un certain moment que voilà, il vous a amené pour vous présenter également au président Compaoré. Et puis bon, entre griffes, lui demander un peu de vous parrainer. Bon, vous savez, en fait, ça, c'est comme vous dites, c'est de la rumeur. Sinon, le président Blaise Compaoré, je l'ai connu très petit. Et le président Blaise Compaoré et le président Thomas Sankara. Ils venaient tous à la maison. Ils fréquentaient la famille. Parce que j'ai mon beau-frère, le regretté Amadou Saouadgo, le commandant Amadou Saouadgo, qui a été l'objet d'un attentat sous la Révolution, qui était à Bobo Dioulasso. Et que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Blaise Compaoré, c'est là-bas que je les ai conduits. Et d'ailleurs, Blaise Compaoré m'a déjà conduit, parce qu'une fois, il était venu à la maison et j'étais malade. Tout petit, j'étais peut-être au CM2. Et c'est lui qui m'a mis derrière la voiture et j'étais resté couché et il m'a conduit à l'hôpital pour me soigner et puis me ramener. Donc vous voyez que j'ai connu le président Blaise Compaoré de manière précoce aussi. Et le président Thomas Sankara. Alors, Maître Ouédraogo, nous allons poursuivre dans cette émission. Venons-en à une actualité beaucoup plus présente, disons-le comme ça. Vous avez été investi candidat depuis donc avril 2019 à l'élection présidentielle du 22 novembre. En tout cas, après tout ce que j'ai cité comme parcours, aujourd'hui, pourquoi Maître Gilbert Noël Ouédraogo veut-il être président du FASO? Je vais être président du FASO parce que je voudrais apporter avec mes concitoyennes et concitoyens une réponse appropriée et durable à notre aspiration commune au mieux vivre ensemble dans la concorde et la paix, mais également cette aspiration légitime de pouvoir se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer et travailler dignement. Et partant de là, je pense qu'aujourd'hui, je peux apporter cela du fait de mon expérience personnelle, parce que, comme vous le disiez tantôt, mine de rien, j'ai une quinzaine d'années de pratique parlementaire et gouvernementale. Je suis jeune, il est vrai, mais j'ai une expérience qui est supérieure à la moyenne de l'expérience de mes aînés, par la chance justement de m'être engagé très tôt dans les activités. À 30 ans, j'ai été ministre donc, de l'Action sociale et de la solidarité nationale. J'ai été vice-président de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. J'ai été au Parlement panafricain. J'ai été au Parlement de la CEDEAO. Et j'ai assumé un certain nombre de fonctions, ministre des Transports. Et à tous ces niveaux-là, il s'agissait pour moi de me préparer pour pouvoir offrir le meilleur de moi-même à la nation burkinabé, pour être prêt pour aider, accompagner avec mes concitoyens pour que nous puissions aller vers des lendemains meilleurs. Objectif. Et la situation actuelle aujourd'hui du Burkina Faso, qui est une situation difficile, inacceptable, m'amène à sentir qu'il est plus que jamais nécessaire que je puisse m'engager et que je puisse mettre ma petite expérience au service de ma nation et surtout mon engagement aussi pour la patrie, mon amour pour la patrie. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux Burkinabés aujourd'hui? Ce que je propose aux Burkinabés, c'est de construire ensemble un modèle original de développement sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan
économique et politique. Je voudrais que nous puissions changer. Cela se fait à travers une approche de rupture. Je voudrais donc que nous puissions avoir une rupture même dans la gestion de l'État. En réalité, à l'origine, la naissance de la démocratie, c'est parce que tout le monde ne pouvait pas être devant, qu'il a fallu que le peuple se choisisse ses représentants. Et à partir de ce moment, que ce soit le chef de l'État, que ce soit les élus nationaux ou les élus locaux, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple. Le rapport entre le gouverné et le gouvernant doit changer. Et celui qui est élu président du Faso doit comprendre que c'est le peuple qui l'emploie et qu'il est au service du peuple et qu'il doit donc suivre la feuille de route qui a été dessinée par ce peuple-là. Et personnellement, c'est ce à quoi j'aspire et c'est ce que je pense pouvoir apporter à mon pays, le Burkina Faso, surtout en cette période de forte turbulence. Et justement, concrètement, aujourd'hui, les Burkinabés, effectivement, vivent un certain nombre de difficultés. On a notamment l'insécurité aujourd'hui, le terrorisme aujourd'hui, qui trouble bien sûr le sommeil de bien de Burkinabés. On a parlé aujourd'hui du nombre de déplacés, ils sont plusieurs centaines de milliers. Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, sur cette question? Oui. Disons que, pour moi, une fois élu président du Faso, je mettrai tout en œuvre pour ramener, coûte que coûte, vaille que vaille, tous les déplacés dans leur village d'origine. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est de faire en sorte de recouvrer l'entièreté et l'intégralité de notre territoire, le Burkina Faso, et ensuite de mettre fin à toutes les formes d'exaction et d'atteinte aux droits humains. Ça c'est vite dit, mais comment, voilà, comment maintenant je vais vous dire comment il faut le faire. Vous savez, nous sommes à l'ADF-RDA conscients que la sécurité est la base de tout. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. C'est pour ça que peut-être que nous parlerons de la réconciliation nationale, mais avant, je voudrais dire que pour nous, il n'y a pas que ce volet, mais nous avons aussi un autre triptyque. Et ce triptyque-là, c'est sécurité, santé, éducation. Pourquoi sécurité, santé, éducation? Parce que la personne qui sera élue président du Faso à cette élection du 22 novembre 2020 devra forcément faire face, pendant la durée de son mandat, à cette question de sécurité. C'est pour cela que, pour nous, la sécurité est la question première. Et pour la sécurité, il faut une approche à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Réformer l'armée de manière à ce qu'elle soit républicaine et qu'elle soit une armée qui puisse faire face à la menace que nous vivons ici. Est-ce que ça dit que pour le moment, on n'a pas cette armée? Pour le moment, nous avons tous constaté, et tout le monde le reconnaît, que notre armée n'a pas été formée pour faire face à la menace que nous vivons aujourd'hui. Alors, il faut réadapter cette formation au contexte actuel. Avant, on avait des guerres classiques. Maintenant, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Et il faut faire en sorte donc de réorganiser notre armée et surtout travailler notre renseignement. Parce qu'en fait, en réalité, le combat se gagne par l'information et par le renseignement. Dès lors que les gens sont sur place, ça pose problème. Il faut travailler ce volet. Mais on ne va pas rester seulement sur le volet militaire. Il faut, en plus du volet militaire, travailler le volet de la diplomatie. Il faut avoir une diplomatie offensive, un rayonnement international qui fait que... Vous allez négocier avec les terroristes? Nous allons négocier avec les terroristes. La question que vous posez, ce n'est pas cela la question. La question, c'est de dire, si le chef de l'État est un père de famille, si le chef de l'État est le père de la nation, est-ce qu'un père de famille accepterait de laisser ses fils et ses filles mourir sans chercher à trouver une formule? Si cette formule, si cette solution passait par un dialogue, est-ce que le dialogue est de trop lorsque ce dialogue peut sauver des vies? Mais pas un dialogue à n'importe quelle condition, un dialogue dans la fermeté, dans la responsabilité et avec deux lignes rouges à ne pas franchir. L'intégrité du territoire. On ne peut céder en aucun cas 1 centimètre, une motte de terre de notre pays, le Burkina Faso. Deuxième chose, ce dialogue doit avoir pour but de sauvegarder et de préserver les vies des Burkinabés pour qu'on n'ait plus de morts sur le territoire burkinabé. À ce moment-là, je pense que tout père de famille qui veut le bien de sa famille
serait prêt à de telles concessions pour sauvegarder. Et si on a des terroristes qui demandent, par exemple, de ne plus enseigner l'instruction comme on le fait actuellement dans les écoles modernes, mais plutôt une autre forme d'instruction, parce que c'est ça aussi la revendication. Soit on brûle des écoles et tout, et souvent on revendique un certain nombre de pratiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut concéder? Non, vous savez, parfois, il y a que on radicalise les positions pour aboutir à quelque chose. Et de toutes les façons, le dialogue, comme on le dit souvent, quand vous n'avez pas la force du voleur, il y a un proverbe qui le dit, il faut l'accompagner. En réalité, on ne négocie pas, ou on ne discute pas, on ne dialogue pas, parce que tout simplement, on veut dialoguer. Mais il y a les réalités aussi qui sont là. Et vous savez que toutes les guerres se terminent par le dialogue. Donc, de notre point de vue, il faut d'abord commencer à identifier les causes du terrorisme. C'est pour cela que je disais que l'action va se faire sur plusieurs volets. Donc, le volet, pour revenir donc à ma réponse, le volet formation de nos armées, renforcement de nos capacités, le volet diplomatique, mais le troisième volet, c'est le développement intégré de nos régions, avec des programmes efficaces de développement. Car le terreau favorable du terrorisme, c'est le chômage des jeunes et le déséquilibre dans la relation. C'est pour cela que je dis qu'en étant candidat du Burkina Faso pour l'élection présidentielle, mon ambition, c'est de changer les choses. C'est d'avoir une rupture dans la gestion de l'État. Vous pensez que l'approche actuelle n'est pas la bonne? L'approche actuelle... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Beaucoup de choses. Si l'approche actuelle était la bonne, on ne serait pas dans la situation où nous sommes, avec plus d'1 million de déplacés internes. C'est la première fois que nous vivons ça dans notre pays, le Burkina Faso, avec des milliers d'écoles fermées, des centaines de milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, avec une situation difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, à tous les niveaux. Il y a manifestement un problème. Donc, je pense qu'il y a à prendre à bras le corps la question de la sécurité. Parce qu'au départ, en réalité, on faisait, si vous avez remarqué que même au niveau de la presse et de la presse internationale, quand il y a des morts au Burkina Faso, on n'en parle plus. Parce qu'on est parti à la banalisation. Du début, c'était des faits d'actualité. Après, c'est maintenant banal. Au Burkina Faso, chaque jour que Dieu fait, on compte nos morts. Et ce n'est plus de l'actualité que de parler des morts au Burkina Faso. Il faut qu'on sorte de cette situation-là. Et quand je parlais donc de mon approche, je disais, mon approche, ce serait une approche de rupture. Rupture dans la manière de gérer. Nous ne voulons plus d'un président omnipotent qui, lorsqu'il est défaillant, ça entraîne toute la nation. Il faut que ce soit un président qui soit disponible, qui soit à l'écoute de son peuple, mais il faut surtout une rupture dans la gestion, la manière de gérer notre pays. Ensuite, il faut associer tout le monde. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, je suis à l'ADFRDA, mais ma candidature ira au-delà de l'ADFRDA, avec d'autres formations politiques, avec d'autres mouvements associatifs, parce que être président du Burkina Faso, c'est être au service de tous les Burkinabés, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous devons donc rassembler les Burkinabés. Et on va y revenir, parce que vous pouvez actuellement également le projet d'alliance au sein de l'opposition. On va y revenir. Parlons de la réconciliation aujourd'hui, parce que votre histoire récente est également une histoire très mouvementée. On se souvient de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. La DFRDA, à l'époque, avait en tout cas soutenu le projet de modification de l'article 37, ce qui vous a valu également, après l'insurrection, une traversée du désert, si on peut l'appeler ainsi. Alors déjà, certains estiment que vous étiez le plus grand perdant dans cette aventure, parce que vous étiez le plus jeune, en tout cas au niveau de la classe politique, et que peut-être vous aviez un avenir, un boulevard devant vous, mais que vous avez fait un choix véritablement qui a plombé votre ascension politique. Est-ce que vous le vivez ainsi? Non, pas du tout. Mon ascension politique n'a pas été du tout plombée. Je répondrai à cette question en disant que pour nous, ce qui est important, c'est la patrie. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis le berceau. Maître Gilbert Noël Ouédraogo ne représente rien par rapport à la nation burkinabé. Si Maître Gilbert Noël Ouédraogo doit perdre pour que le Burkina Faso gagne, qu'il en soit ainsi. J'ai toujours mis ma patrie au devant. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez remarqué que l'ADFRD est le parti
qui s'est opposé à la modification de l'article 37 2011 au CCRP. Nous avons pris position, fait et cause, alors que nous étions de la majorité. Et au CCRP, on l'a dit publiquement. Maintenant, avec l'évolution de la situation, à un moment donné, les tensions étaient telles que nous avons pensé que, comme on dit à Moré, taktam tak ya wamwega. Donc, à un moment donné, on s'est dit, peut-être un compromis pourrait nous sauver de la situation dans laquelle nous sommes. Et ce compromis-là, c'était de permettre que nous puissions rester toujours dans la limitation de mandat, avec un verrouillage de notre constitution et que par le vote, on puisse décider de faire partir le président ou de lui redonner un mandat pour nous éviter un saut dans l'inconnu et le risque du chaos. Telle avait été la position de l'ADF-RDA. Et d'ailleurs, l'ADF-RDA était surprise de la position justement de ceux qui se sont autoproclamés plus tard comme étant ceux qui étaient à l'avant-garde de la lutte contre la révision de l'article 37. Mais vous étiez peut-être sourd aux revendications quand même du peuple, parce que il est clair qu'à ce moment-là également, quand même, on voyait que véritablement la digue commençait donc, en tout cas, à vibrer sous cette poussée-là, parce qu'on sentait véritablement qu'il y avait une poussée contre la modification de l'article 37 qui réussissait à faire l'unanimité contre elle. Nous n'avons pas été sourds. Au contraire, nous faisions les choses différemment. Nous, on avait pensé que le combat fallait le mener à l'intérieur. Parce qu'il y a ceux qui sortent et qui disent nous faisons ceci, qui disent mais en réalité ne font rien à l'intérieur. Je vais vous donner des exemples précis. Vous savez d'ailleurs, j'ai le sentiment que la plupart de nos concitoyens, la plupart a une mémoire sélective. Parce que moi, je ne suis pas l'auteur putatif ni l'auteur intellectuel de la modification de la Constitution burkinabé de l'article 37. Je n'ai jamais dit qu'il était antidémocratique, ceux qui étaient contre la modification de l'article 37. Je n'ai jamais été président du CDP. Je n'ai jamais demandé à un congrès qu'on modifie l'article 37. Mieux, quand il s'est agi, comme je l'ai dit en 2011, de préparer le CCRP, on avait demandé à ce qu'on puisse désigner 15 représentants de la majorité et 15 représentants de l'opposition. Parmi ces 15 représentants de la majorité, le CDP avait 7 représentants, dont 2 sont toujours aujourd'hui au CDP. L'autre est la médiatrice du FASO, et puis les 4 autres sont au MPP. Et nous avions 5 représentants de l'ADF-RDA et 3 représentants de la majorité présidentielle. Nous avons tenu une rencontre avec les coordonnateurs. À l'époque, le président Roch-Marc Christian Kaboré était le président du CDP, donc lui, moi-même, président de l'ADF-RDA, et Simon Kampaoré, coordonnateur donc, de la mouvance présidentielle. Et nous avons rencontré les 15 et nous avons déroulé la feuille de route, préparé donc la position de la majorité. Il y a eu des débats et au cours de ces débats, l'ADF-RDA a proposé donc que la modification de l'article 37 soit considérée comme non consensuelle. Et cette proposition a été acceptée et elle a été actée plus tard comme une position du groupe. Et on nous a rendu compte. Après, nous devions nous rendre à la présidence du FASO pour rendre compte au président du FASO, Blaise Compaoré. Il y avait le président Roch-Marc Christian Kaboré, naturellement, le président Simon, qui était coordonnateur à l'époque de la mouvance, et moi-même président de la DFRDA. Nous avons rencontré à Kosiam, donc en 2011, le président Compaoré, avec son directeur de cabinet, Assimi Kwanda, et quelques-uns. Et quand il fallait rendre compte, c'est le président Roch lui-même qui a fait le compte-rendu. Il a commencé en disant au président, nous avons eu les travaux, ça s'est très bien passé, mais nous avons un problème avec la DFRDA. Et le président lui a dit, ah bon, vous avez un problème avec la DFRDA, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, la DFRDA ne veut pas de la modification de l'article 37. Et le président Compaoré a dit, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un problème? La DFRDA est là, maître, peut-être prenez la parole. Et c'est ainsi qu'on m'a donné la parole. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'avais cru qu'on venait pour rendre compte des conclusions du comité qui a été mis en place. Mais pas maintenant, si on vient dire que c'est la DFRDA. Mais toujours est-il que bon, le président Kaboré l'a reconnu, le président Roch Kaboré l'a reconnu. D'ailleurs, quand ils ont créé le MPP, il avait reconnu, il avait dit qu'il avait fait une erreur, il a reconnu que c'était une erreur. Et en ce moment, bien sûr, il s'était engagé au côté de l'opposition. Du bout des lèvres. Et de la société civile. Il a reconnu du bout des lèvres. Je continue donc avec la relation des faits. Et le président Compaoré a dit donc,
comme M. Gilbert Noël Ouédraogo est là, donnez-lui la parole. On m'a donné la parole. Et je lui ai dit, Excellence, Monsieur le Président, comme l'eau du Canari s'est cassée sur ma tête, je vais me laver avec. J'avais cru qu'il s'agissait de venir parler d'une position qui était arrêtée par tous les commissaires. Mais comme c'est devenu une affaire de la DFRD, effectivement, c'est nous qui avons proposé. Et pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous sommes pour l'alternance et nous sommes pour les 2 mandats. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes en 2011. Il y a eu une mutinerie il n'y a pas longtemps. Et cette proposition-là est conflictogène et elle risque de créer des problèmes. Et c'est là que le président Compaoré a dit, mais si c'est cela, est-ce qu'il y a un problème? Puisque j'avais dit que les points non consensuels, vous les constatez. Mais donc, considérez que c'est un point non consensuel. Et puis, on est passé à autre chose. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est allé au CCRP, moi j'avais rendu compte à nos éléments, la délégation qui était là-bas, il y avait Clément Sawadogo, il y avait Sarah Sérémé, il y avait Larba Yarga, un certain homme qui se retrouve aujourd'hui au MPP. Quand ils sont allés au CCRP, la délégation a pris la parole pour dire que la majorité était pour la modification de l'article 37. Et c'est là que notre représentant, Boubaya Guibou, à l'époque, a pris la parole pour contester et dire que nous sommes contre la modification. Et là, c'était un mercredi, jour de Conseil des ministres. Le président Roch m'a appelé en urgence. Je suis sorti, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tes éléments au niveau du CCRP? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tes éléments sont allés évoquer la question de la modification de l'article 37. Je dis, non, ça m'étonnerait puisque c'était un point non consensuel à ne pas évoquer. Je dis, je vérifie. J'ai appelé mes éléments. Ils m'ont dit, non, mais ces gens-là ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ces gens-là. Quand on est allé, ils ont évoqué la question et croyant qu'on va se taire en disant que c'est un point consensuel. Et comme tu nous avais briefé, si devant le président Compaoré tu as pu maintenir ta position, ce n'est pas dehors que nous allons refuser. Ouais, bon, et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est les anecdotes de l'histoire. Voilà. Donc c'est pour vous dire. Là pour vous apporter la contradiction. Non, mais ils sont vivants. On va avancer. Oui, ils sont pas morts. Si, parce que voilà, ils sont vivants. Ils sont là. Le président Compaoré est vivant. Le président Kaboré est vivant, le président Simon Compaoré est vivant. Ils sont tous vivants. Personne n'est. Toujours en 2014. Voilà. Toujours est-il que voilà. Maintenant, c'est pour dire qu'en 2014, voilà, nous, je rappelle que nous, pendant que ceux qui sont là, ont fait les marches recto verso, ont été élus sénateurs, étaient au Front républicain, la DFRD a refusé de participer à tout cela. Nous n'avons jamais été membres du Front républicain. Nous avons refusé de participer aux marches. Vous avez changé de position au mauvais moment. Oui, mais je rappelle, mais justement parce que c'est pour dire que nous, notre position n'était pas une position politique. On était dans une recherche de l'intérêt du pays. Mais peut-être que c'était notre jeunesse. Avec le recul, vous reconnaissez que vous avez fait une erreur en 2014. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Vous l'avez déjà dit, vous avez suivi que nous avons organisé une tournée de pardon sur l'ensemble du territoire national. Mais ce que je ne... Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été pardonné? Oui. Si celui qui a inventé l'article 37 et qui l'a modifié a été pardonné au point d'être élu président du Faso et absous, comment moi, qui étais à côté, qui voulait arrêter la casse, je ne peux pas être absous? Est-ce que vous pensez que... pourquoi? Je ne suis pas l'auteur. J'ai essayé, mais c'est clair que... Mais il a reconnu son erreur avant, c'est ça? Il a reconnu lors d'une interview. Et puis ça, c'était une position que je qualifierais en fonction de l'évolution des circonstances. C'est tout. Aujourd'hui, comment aller à la réconciliation? Je sais que l'ADF fait partie également de la CODER. Donc je reviens pour dire qu'aujourd'hui, l'ADF-RD a tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé. Nous avons fait le tour et cela a été très instructif d'ailleurs pour nous parce que lorsqu'on a rencontré, paix à son âme, le roi de Tinkodogo d'alors, il nous avait dit ce que vous avez posé est un acte de grandeur parce que dans le pardon, il y a deux choses. Ne demande pardon que celui qui connaît la valeur du pardon et n'accorde le pardon que celui qui connaît la valeur du pardon. Quand vous ne connaissez pas la valeur du pardon, vous vous dites incapable de pardonner et incapable de demander pardon. Ensuite, Monseigneur Paul, quand nous l'avons rencontré, nous a dit on ne peut pas construire le Burkina les uns sans les autres et les uns contre les autres. C'est pour aller donc faire la transition vers la réconciliation nationale. Nous avons dit, à l'époque, nous avons eu une position qui était une position de bonne foi. Nous n'avons pas su évaluer effectivement la montée et de la déception, du découragement, mais la crainte que nous avions, c'était la déstabilisation de notre État. Et on pensait qu'on pouvait trouver des solutions comme au Sénégal, où par les urnes, on a trouvé une solution. Tel n'a pas été le cas. Nous avons
tiré les conséquences. Nous avons fait notre tournée de pardon et nous pensons que si celui qui tombait ne se relevait pas, personne d'entre nous ne marcherait aujourd'hui. La réconciliation aujourd'hui. La réconciliation aujourd'hui, vous savez que là également nous avons été précurseurs. Au moment où je faisais la tournée du pardon, les gens riaient sous cap. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est mis à demander pardon, à la queue leu-leu. Ensuite, à l'époque, nous avons évoqué la réconciliation. Donc pour vous, il faut d'abord demander pardon. En tant que président de la CODER, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré le président Blaise Compaoré, nous avons rencontré les anciens chefs d'État. Et à ce moment-là, il s'est trouvé des gens pour aller au cimetière pour pour une revendication et même demander qu'on nous arrête à notre retour parce qu'on estimait que la question n'était pas d'actualité. Mais comment nous pouvons construire notre pays si nous ne nous parlons pas? Nous avons, vous vous souviendrez que j'ai rencontré le chef de l'État. Rentrent au Burkina, par exemple. Il faut que tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso rentrent au Burkina Faso. Il faut que Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso. Qu'il fasse pas face à la justice, il faut que Zida table rase de il faut que Zida rentre au Burkina Faso. Il faut que tous ceux qui sont à l'extérieur rentrent au Burkina Faso parce qu'on a besoin de toutes nos filles et nos fils pour construire notre pays, le Burkina Faso. Maintenant, une fois que chacun rentrera, chacun aura à faire face à la situation, mais nous devons être dans un esprit de recherche de la cohésion et de l'unité. Et pour cela, j'avais rencontré le chef de l'État en tant que président de la CODER. Nous avons produit un mémorandum dans lequel nous avons décrit notre vision par rapport à la réconciliation nationale. Nous avons pensé que... Est-ce que la justice, au moins, se fait dans ce cas de figure, ou est-ce qu'il faut sacrifier la justice sur l'autel de cette réconciliation? Vous savez, il n'y a pas de schéma préarrêté en matière de réconciliation nationale. Chaque pays a sa démarche. Il faut que ce soit seulement une démarche inclusive. Et c'est ce que nous avons proposé au chef de l'État. Nous lui avons dit, il est le garant de l'unité nationale. Ce qu'il doit faire, dans un premier temps, à notre avis, c'est de convoquer un forum national sur la réconciliation nationale de toutes les filles et fils de ce pays, de toutes les forces vives de la nation. Mais ce forum n'a pas pour but d'aller à la réconciliation. Ce forum a pour but de dessiner le schéma de la réconciliation nationale. Qu'on s'entende d'abord sur le triptyque justice, vérité, justice, réconciliation. D'abord qu'on parle de ça. Qu'on voit quel type de justice. Est-ce que c'est la justice classique? Est-ce que la justice traditionnelle? Ce schéma-là, il appartient à tous les Burkinabés de décider. Si les Burkinabés estiment à l'unanimité que c'est par la justice classique qu'ils veulent régler leurs problèmes, qu'à cela le tienne. Si les Burkinabés estiment... Mais pour vous, personnellement, vous pensez que c'est quelle justice qu'il faut appliquer? Pour moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que les Burkinabés se mettent d'accord sur la voie à suivre. Si les Burkinabés sont d'accord, peu importe. Mais il est techniquement prouvé que la justice classique n'est pas celle qui règle les conflits de masse. Parce que la justice classique, elle est longue, elle est faite pour régler des cas précis et spécifiques, alors que la justice transitionnelle permet de régler des cas de plus grande envergure et de donner droit à la réparation. Parce que la réparation est importante. Et surtout aussi au repentir. Parce que, vous savez, vous pouvez juger les gens sans savoir ce qui s'est passé. Un peu comme en Afrique du Sud, il faut qu'on dise la vérité que derrière... Il faut qu'on trouve la formule. Parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse dire ce qui s'est passé, que chacun sache ce qui s'est passé dans notre pays, qu'on tire les leçons et que plus jamais tout cela ne se passe dans notre pays. Aujourd'hui, les élections, c'est déjà pour demain, le 22 novembre. L'opposition s'organise, il est question d'un accord en négociation, tous derrière le candidat qui arriverait au second tour. Alors déjà, êtes-vous partie prenante de cet accord? Oui, tout à fait. Cet accord, nous sommes les initiateurs de cet accord et nous avons travaillé dans le comité restreint qui a proposé donc cette formule. C'est un accord fondé déjà sur un postulat, c'est qu'il y ait un second tour. Est-ce que ce n'est quand même pas aller déjà trop vite en besogne que de s'accorder sur un second tour qui reste hypothétique? Non, il n'est pas hypothétique le second tour. Il y a deux hypothèses en fait. Soit l'opposition passe au premier tour ou il y a un deuxième tour. Pourquoi je dis cela? Repartez et regardez les résultats de 2015. Nous étions au lendemain de l'insurrection. Les formations comme les nôtres, l'ADF-RDA, la majorité sortante, nous avons été diabolisés, nous avons été suspendus, nous avons été exclus
de l'élection. Malgré tout cela, si vous prenez, il y a eu des élections couplées. Si vous prenez les résultats du MPP et les résultats de ses alliés aux législatives, les voix, vous prenez les voix de l'ADF-RDA, du CDP, de l'UPC, de la NAFA, vous vous rendez compte que nos voix sont supérieures à celles du MPP et de ses alliés. Et si vous prenez ces voix, vous vous rendez compte aisément que si l'ADF-RDA n'avait pas été exclu de cette élection présidentielle, si le MPP n'avait pas été exclu de cette élection, si l'ADF-RDA, le CDP et puis la NAFA n'avaient pas été exclus de cette élection, il y aurait eu forcément un deuxième tour. Il n'y aurait pas eu les 53%. Ce n'est pas le même cas de figure. En 2015, vous partiez tous. Il n'y avait pas de président sortant, il n'y avait pas un candidat qui défendait forcément un bilan. Là, c'est carrément un autre cas de figure. On a un président qui achève 5 ans de mandat et qui a un bilan à défendre. Est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas une erreur que de calquer l'issue de cette élection sur un calcul basé sur la configuration de 2015? Raison de plus, parce qu'en fait, ils avaient au moins le bénéfice du doute en 2015. Ils n'avaient pas été aux affaires. Le président Compaoré a été chargé de tous les péchés d'Israël. Et puis, il venait de réussir une insurrection. Donc, ils avaient le vent en poupe. Et ils avaient exclu tous leurs adversaires. Et nous, moi, je dis toujours, le choix de 2015 est un choix par défaut. Les gens ont choisi parmi ceux qu'on leur a demandé de choisir. Et c'est ce qui a donné ce résultat, à 53%. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, ils ont un bilan. Et ce bilan n'est pas reluisant. Ce bilan, c'est quoi? Ça, c'est vous qui le dites. Du côté de la majorité, on revendique plutôt un bilan satisfaisant. On monte des routes réalisées, des écoles, la gratuité des soins, beaucoup de... Parce qu'on a commencé à faire les routes en haute voltaire au Burkina avec eux. Non, mais c'est le bilan. Parce ensuite, même ces infrastructures-là, vous savez très bien que ces infrastructures sont qualifiées de biodégradables. Donc, en réalité, ce que les Burkinabés veulent aujourd'hui, ce ne sont pas des routes. La route Ouaga, Kungoussi-Djibo, est-ce qu'on peut la réaliser? Le financement est acquis. Mais la route est joncée de morts. Quelle route? Qu'est-ce qu'on peut faire comme route là? Donc, le bilan n'est pas bon. Le bilan est catastrophique. Sur le plan social, ça ne va pas. Sur le plan économique, ça ne va pas. Sur le plan sanitaire, ça ne va pas. Où est-ce qu'on peut dire que ce bilan-là est un bilan réalisant? Mais c'est tout à fait normal, je les comprends. Et il faut bien qu'ils disent que c'est bien. On dira aussi de vous que c'est normal parce que vous êtes de l'opposition. Mais nous, on a des éléments, c'est normal, tant qu'il n'y a pas de morts. Mais quand chaque Burkinabé compte le nombre de ses morts et qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas été endeuillée au Burkina Faso, on sort du cadre de la politique politicienne pour être dans la réalité. Revenons à cet accord. Qu'est-ce qui vous laisse penser que cet accord-là, que vous préparez, va tenir? Je reviendrai à l'accord, mais c'est pour vous dire, je termine ma démonstration pour vous dire qu'ils vont perdre. Pourquoi je le dis? Parce que, donc, en 2020, nous serons tous de retour. Et l'insurrection, ça fait 5 ans. Donc, ils n'auront plus le bénéfice du doute. Les gens ont oublié. Non, ce n'est pas que les gens oublient. Je veux dire que ceux qui sont en place avaient fait passer le message qu'ils étaient la solution et qu'ils avaient l'expérience et qu'ils pouvaient répondre. On a vu qu'ils n'ont pas été de solution, comme ils ont été plutôt le problème, comme cela a été dit. Donc, aujourd'hui... Venons à l'Alliance, parce qu'on est pris par le temps, maître, on ne pourra pas parler de ça après. Enfin, l'Alliance, de toute façon, a pour objectif de les battre aux élections. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Mais pas forcément au second tour. Au premier tour, si nous passons, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, pourquoi je dis qu'il y aurait un second tour? C'est pour ça que je veux dire, nous irons, pourquoi nous avons pensé qu'il faut faire une alliance pour le second tour? Parce que nous pensons qu'avec toutes les forces en présence, une élection n'a jamais été aussi ouverte que cette élection au Burkina Faso. Alors, on va contraindre. Au pire des cas, il y aura un deuxième tour. Vous êtes prêt à soutenir n'importe quel candidat de l'opposition qui arrive au second tour? C'est la condition sine qua non de l'accord, c'est de soutenir celui parmi nous qui arriverait, qui serait le mieux placé au second tour. Et là, les autres doivent se désister. De toute façon, c'est clair qu'ils ne peuvent plus se présenter puisque la loi même dit qu'on retient les 2 premiers. Alors, maintenant, ils vont appeler à voter. Ils vont appeler à voter. Et tout le combat maintenant, que chacun mène à son niveau, c'est d'être parmi ceux qui seront retenus au soir du premier tour, soit en passant au premier tour ou en étant parmi les premiers. Et la DFRDA pense également pouvoir être... quelque peu contre nature? Vous êtes, par exemple, de l'International libéral, donc vous êtes le vice-président aujourd'hui.
L'UPC est un parti également d'obédience de droite. On a le CDP qui est plutôt de la social-démocratie. On a l'impression que ce qui vous lie dans cette alliance, c'est juste la volonté de battre le président Roch Kaboré. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup plus de choses qui vous divisent. Non, disons qu'aujourd'hui, la question du Burkina Faso, la priorité du Burkina Faso, ce n'est pas la question idéologique. Comme vous le dites, je suis le président du réseau libéral africain et je suis le vice-président de l'Internationale libérale. Et l'UPC, effectivement, est un parti libéral. Les autres sont des sociodémocrates. Mais vous savez que cela a déjà existé. L'exemple que vous donnez, la majorité dernière, il y avait des sociaux, avec des sociaux-démocrates, avec des libéraux. Nous avons déjà travaillé ensemble. Et vous croyez qu'aujourd'hui, si ceux qui étaient au pouvoir avaient eu l'accompagnement des libéraux, ils auraient craché dessus? Et ils allaient l'accepter. Donc, en fait, ce n'est pas un accord pour... c'est pas tout contre, tout sauf Roch. Non, ce n'est pas ça. Mais ça en a tous les... Non, non, non. L'accord, c'est pour offrir une alternative à notre pays, le Burkina Faso. Et c'est notre rôle en tant qu'opposant d'offrir cette alternative. Voilà. Maintenant, les Burkinabés choisiront. Est-ce que vous n'avez pas peur de servir, de faire valoir? Parce que quand on écoute Zéphirine Diabré parler des baobabs, oui. L'ADF-FDR n'est pas un baobab. En fait, vous savez, le plus important dans cette affaire, c'est que nous nous adressons à nos électeurs et aux citoyens burkinabés, c'est eux qui décident. Et vous savez que l'ADF-FDR est un parti qui a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un parti historique. C'est un parti d'indépendance. Nous avons été au pouvoir à 3 reprises au Burkina Faso. C'est un parti qui a su organiser sa relève générationnelle. Vous disiez tantôt que je suis précoce avec l'expérience que j'ai. Donc, c'est vous dire que l'ADF-RDA a aujourd'hui tous les atouts pour se retrouver à Koussiam. Même s'il n'est pas un baobab. Non, l'éléphant en lui-même, c'est ce que je disais. Une fois, la presse m'a taquiné sur cette question. Je vous ai dit, j'ai répondu à la presse, mais je vous demande un éléphant et un baobab. Qu'est-ce qu'un éléphant? Faites la comparaison vous-même. Mais ce n'est pas cela le débat. C'est tout à fait normal que chacun valorise sa chapelle. Ça, c'est tout à fait normal. C'est logique. Ça ne nous pose aucun problème. L'ADF-RDA, historiquement, est un baobab historique du Burkina Faso. Et ça, c'est indéniable. À 3 reprises, nous avons été au pouvoir. Et si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans la situation où nous sommes, c'est bien parce que, avec l'exclusion, on a décidé de casser nos bases. Mais je voudrais profiter pour rendre hommage aux militants et aux militants de l'ADF-RDA, qui sont des gens valeureux, des hommes d'honneur, des hommes d'engagement, et qui sont rompus aux batailles électorales, qui sont aguerris et qui montreront au soir du 22 novembre qu'il faut compter avec l'ADF-RDA. Alors, Maître Ouedraogo, cette semaine, le président de la CENI, Newton Ahmed Bahri, a fait quelque peu le point un peu de l'enrôlement biométrique qui a donc été fait. 2,3 millions d'électeurs qui ont été enrôlés, 83% des villages, 94% des communes, les 45 provinces, les 13 régions. Déjà, à la réception de ces chiffres-là, quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que tout cela montre l'ampleur de la situation dans laquelle nous vivons. Et c'est cela le bilan aussi du MPP. On ne peut plus faire l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. On ne peut plus se mouvoir sur le territoire national. Nous avons 1 million de déplacés sur leur sol, ce que nous n'avons jamais vécu. Maintenant, nous pensons que... Mais le président de la CENI indique quand même que même à Djibo, ils n'ont pas pu souvent enrôler parce qu'il y avait des fils. 94% des communes. Est-ce que c'est pas, parce que beaucoup avaient peur que même cet enrôlement ne puisse pas se faire, mais au regard de ces chiffres, oui. Est-ce que... Je dois féliciter la CENI pour le travail qui a été abattu par la CENI. Il faut dire qu'ils ont du courage, ils ont de la volonté, ils sont déterminés. Sinon, tout a été fait pour les décourager. Mais il faut dire aussi que l'opposition est montée au créneau. Quand vous dites que tout a été fait, qui a fait quoi pour décourager la CENI? Les gens n'étaient pas pressés pour que l'enrôlement se fasse. On avait le sentiment aussi que quelque part, on jouait sur plusieurs tableaux. Parce qu'en réalité, quand vous allez à une élection où vous êtes, je dirais, presque sûr de perdre, vous ne pressez pas le pas pour aller à cette élection. Donc, mais la CENI
a fait son travail. Et l'opposition est montée au créneau. Et l'opposition a demandé à rencontrer, dans le cadre du dialogue social, à rencontrer donc le Premier ministre et à rencontrer donc les forces de défense et de sécurité. C'est le 1er juillet qu'il a été décidé donc de mettre à disposition les forces de défense pour permettre donc de poursuivre l'enrôlement. Et c'est ce qui a permis d'arriver à ce résultat que vous donnez aujourd'hui. Parce que nous estimons que... Le vote du 22 novembre, il faut le maintenir le 22 et des élections couplées, c'est votre position. Tout à fait. Vous avez tout à fait. balayé du revers de la main le lenga, en tout cas dans le message que vous avez fait publier concernant cette question après la proposition de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Pas que nous ne trouvons pas que le problème qui a été soulevé par l'Assemblée nationale n'est pas réel. Non, les députés ont eu ce mérite de toucher du doigt la réalité du pays. Mais cela appelle aussi deux sortes d'observations. La démarche, elle est bonne. Mais on se pose la question de savoir où était-il pour se rendre compte de la situation du pays à ce moment précis. Parce que quand on suit les débats à l'Assemblée, surtout quand le Premier ministre passe, on nous dit qu'on peut même dormir au clair de lune et que les zones sont sécurisées et que le Burkina se porte bien. Et tout d'un coup, après avoir fait une sortie dans 5 régions, on se rend compte que la situation est ce qu'elle est. Mais elle n'a pas changé. L'opposition connaissait cette situation. Nous savions qu'il y avait des problèmes dans le pays. Et j'ai le sentiment que c'est cette tournée-là qui a permis aux élus, qui sont les représentants du peuple, de se rendre compte de la situation sur le terrain. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation. Il y a des élus de l'ADF. Parmi les élus, il y a des élus de l'ADF-RDA, oui. Mais quand nous parlons de la représentation, mais vous vous rappelez que l'ADF-RDA a eu 3 élus, ce qui est fort à féliciter. Parce qu'avec le contexte d'exclusion, où on nous a retiré tous nos députés à 2 semaines des élections, ou 1 semaine, on nous a dit d'amener des noms. Donc, toutes sur les 45 provinces, tous ceux qui ont été présentés étaient tête de liste pour une première fois une élection législative. Ce qui montre que le parti est profondément enraciné dans le Burkina Faso. Ce qui montre aussi que nous avons une résilience. Ce qui montre aussi, parce que pendant que d'autres étaient aux avant-postes de l'insurrection, ils n'ont même pas eu un député, même pas un conseiller. Et l'ADF-RDA qui était la bête à abattre, diabolisée, a résisté. Il y a eu 3 élus. Mais pour vous, il faut voter le 22 novembre. Oui, pour nous, il faut voter. Donc l'ADF-RDA a résisté. Ces militants nous ont aidés à garder la tête hors de l'eau. Et vous pensez que 5 ans après, nous n'irons pas à Kossiam? Nous allons à la Kossiam. Ça, c'est une évidence. Vous aurez l'occasion de le constater. Maintenant, pourquoi il faut voter? Pour nous, il faut voter parce que la Constitution, telle qu'elle a été verrouillée justement, ne permet plus de reporter. Maintenant, nous disons, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons dit, si on estime manifestement qu'on ne peut pas tenir des élections sur l'ensemble du territoire, qu'on en tire les conséquences. Mais on ne peut pas nous dire, on peut voter pour les présidentielles, mais on ne peut pas voter pour les législatives. C'est là où la situation est incompréhensible de notre côté. Parce que pour nous, ce sont les mêmes citoyens qui vont battre campagne, ce sont les mêmes citoyens qui vont voter. Et si on doit sortir pour voter une seule personne pour une élection, maximisons, économisons nos ressources, faisons voter pour les 2 élections. Maintenant, si par extraordinaire, cela ne peut se faire, le dialogue politique a proposé une solution. Nous avons proposé une modification du Conseil constitutionnel avec la possibilité, sur proposition de la CENI, pour que le chef de l'État saisisse le Conseil constitutionnel pour constater, suite à des cas de force majeure, l'impossibilité d'organiser des élections sur une partie ou la totalité du territoire. À ce moment-là, c'est constatable et à ce moment, on décide maintenant de proposer une solution qui serait consensuelle. Mais de là à dire, alors que tout le monde s'est mis à se préparer pour ces élections, alors qu'on a arrêté que les élections doivent se tenir à bonne date, de découpler, cela pose énormément de problèmes. Surtout qu'on n'a pas la preuve que dans 1 an, nous serons dans une situation plus sécurisée. Alors, est-ce qu'on va modifier aujourd'hui? Est-ce qu'on va modifier continuellement, proroger chaque fois 1 an? On peut se retrouver avec 10 ans. Est-ce que vous êtes inquiet parce qu'on est pris par le temps, le Covid-19, des cas qui sont toujours signalés au Burkina Faso? Oui, tout à fait. Je dois dire que je me suis personnellement investi sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19. J'ai été le premier homme politique à publier une vidéo en langue nationale et en français pour sensibiliser sur cette question. Et depuis ce temps, chaque jour, régulièrement, je publie sur mes pages l'évolution de la pandémie. Et je dois constater que, alors qu'elle régressait, elle est en train de monter. Alors qu'il y a quelques jours, nous étions à 75 cas,
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 cas actifs. Donc, on se rend compte que la tendance à l'évolution est grave. Et c'est une maladie qui peut... Elle s'enflamme très vite. Donc, l'OMS indique qu'il faut qu'on fasse composer très désormais dans la durée avec Tout à fait, ça on n'a pas le COVID-19, choix, c'est clair. Parce que la fin n'est pas pour demain. Oui, ça c'est clair. Tel que c'est parti, on est obligé de vivre avec la pandémie. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un relâchement quand on sort. Oui, tout à fait, il y a un relâchement. Masque, Il y a un relâchement total qui se constate. Mais il faut dire que là également aussi, nos autorités n'ont pas joué leur rôle pleinement. Il y a eu une contre-campagne même, je dirais, parce qu'on dirait qu'elle-même, elle faisait tout pour que les citoyens ne croient pas à l'existence de la pandémie. Mais quand même, les bons résultats sont à l'heure actif. Moi, je dirais que les bons résultats sont à l'actif de Dieu. Honnêtement, continuons de prier Dieu. L'Afrique s'en est sortie grâce au Seigneur. Parce que si c'était nos dirigeants là, si c'était nos services là, nous ne serons pas à ce résultat-là. Ça allait être l'hécatombe. Maître, le Mali, qui est dans une situation de crise sociopolitique, médiation engagée par la CEDEAO, sommet extraordinaire même de la CEDEAO sur le Mali avec des propositions que le président Ibeka commence à appliquer avec la nomination de 6 ministres dans des domaines régaliens. Le M5 qui rejette ces propositions, il maintient bien sûr la demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, même si aujourd'hui l'imam Diko semble ne plus en faire la revendication, la condition sine qua non. Quelle est la lecture que vous avez de cette situation-là? La lecture que j'ai de la situation malienne, c'est qu'il y a un problème profond au niveau du Mali quand après des élections qui se sont déroulées dans un contexte donné, il y a une contestation qui ne finit pas de s'agrandir. Ça veut dire que le problème est profond. Et la CEDEAO en a été consciente, raison pour laquelle, après la première mission envoyée, il y a eu la mobilisation de plus de 5 chefs d'État. D'ailleurs, je me suis posé la question quand je parlais du rayonnement international de la diplomatie, pourquoi notre président Okmar Christian Kaboré n'a pas été associé à cette crise, au règlement de cette crise, quand on sait que ce qui se passe au Mali a des répercussions sur le Burkina Faso. J'aurais bien aimé voir vraiment le Burkina Faso associé aussi à la solution à trouver à cette situation. Bref, c'est un constat que je fais. Ceci étant... Mais il était à ce sommet extraordinaire sur le Mali. Le sommet extraordinaire sur le Mali, c'est tous les chefs d'État qui ont participé. Ce n'était pas un fait d'armes que de participer à ce sommet extraordinaire. Ce que je voudrais dire, c'est que pour la situation du Mali, il faut que la CEDEAO revoie encore pour affiner ses propositions. Parce que... Elles ne sont pas bonnes pour le moment. Pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais elles sont refusées de part et d'autre. Ce n'est pas le M5 seulement. Êtes-vous de ceux qui pensent que la CEDEAO a juste voulu sauver Ibeka? Moi, je pense que la CEDEAO était dans son rôle. Vous avez des textes. Et c'est un peu la situation que nous avons vécue ici ou ailleurs. Vous avez le dilemme aujourd'hui, c'est que vous avez des constitutions qui sont en place. Et que si vous voulez respecter les constitutions, il y a les mandats, il y a l'élection des uns et des autres. Mais maintenant, le problème de cela, c'est que nous avons de beaux textes, mais nous n'appliquons pas correctement nos textes. Ce qui nous crée des problèmes dans le fonctionnement. Alors, et comme on ne veut pas de changement aussi violent ou brusque de pouvoir, il faut trouver la formule. Donc, dans cette situation-là, soit la CEDEAO arrive à amener les deux parties à s'entendre pour trouver une solution consensuelle pour mettre fin à cette crise, ou soit une des parties tire les conséquences de cette situation et abandonne pour que la paix revienne. Il n'y a pas de solution. Que le président doit tirer les conséquences? J'ai dit une des parties. Si le président estime qu'après analyse, c'est dans son devoir de tirer les conséquences, qu'il les tire. Si c'est aussi une autre partie qui doit tirer les conséquences, qu'elle soit tirée pour permettre au Mali d'avancer et de retrouver la paix. Merci, maître, d'être passé sur notre plateau. En rappel, mesdames et messieurs, l'invité ce soir, donc maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de la DFRDA et candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission sur la prêche. Merci. Ça va.